Okay, good evening. Bonsoir. C'est ce que j'aime bien entendre quand je dis bonsoir à mes étudiants. Ils disent bonjour, Dr. Exley. Je remercie Augustin de m'avoir invité pour venir parler ici à Marseille. C'est la première fois que je viens à Marseille. La première fois que j'assiste à une de vos conférences également. Donc je vous remercie. Je suis vraiment désolée, mon français, je l'ai appris à l'école et il n'est vraiment pas très bon. Donc je vais parler en anglais, j'espère que vous pourrez me suivre. Bon, j'aime pas les micros. J'aime bien les micro-cravates, par contre. Moi, j'aime pas avoir une main sur quelque chose et sur l'autre, alors je vais aller et venir. Et comme mes amis américains sont assis au fond, ils pourront me dire s'ils pouvaient m'entendre ou pas. Et si vous m'entendez pas, alors je leur dis venez à l'avant. Les interprètes ne peuvent pas entendre si l'orateur ne parle pas dans le micro. Alors, la présentation d'aujourd'hui. Donc, je l'ai intitulée « Vivre en sécurité à l'ère de l'aluminium ». L'idée de cette présentation, c'est que, en général, vous savez déjà que l'aluminium n'est pas très bon pour nous. Et aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu de contexte. Qu'est-ce que ça veut dire vivre à l'ère de l'aluminium? Et puis, nous conclurons par une solution. Demain, lors de la présentation en plein air, je vais vous donner plus de détails et vous parler plus particulièrement de la toxicité de l'aluminium chez l'être humain. Le cycle biogéochimique de l'aluminium. Alors, quel est le but de cette diapo? Ce que je veux vous montrer ici, c'est que ça a l'air très compliqué. Mais ce que ça nous dit, très simplement, c'est qu'à travers chaque évolution de la vie sur Terre, il n'y a presque aucun mouvement, évolution de l'aluminium. En tout cas, à partir de la croûte terrestre ici, et le cycle de la vie au-dessus. La croûte terrestre, ce sur quoi on marche, les montagnes qu'on aime escalader, eh bien tout cela est fait de 3 éléments, l'aluminium, le silicium et l'oxygène. La Terre est faite d'aluminium. Mais ce que le cycle biogéochimique nous dit, c'est que l'aluminium disponible biologiquement parlant n'a pas été disponible biologiquement. Il a été retenu. Lors du cycle de la croûte terrestre qui se reproduit sur des centaines, des 200 millions d'années. Il y a une montagne qui grandit pendant ces millions d'années. L'Everest s'accroît toujours maintenant. Les montagnes se dissolvent parce que la pluie tombe dessus, elles deviennent plus petites. Elles sont faites d'oxygène et d'aluminium. Donc imaginez-vous que le fait que l'aluminium se rejette ainsi, c'est que l'aluminium est partout. Il doit être dissolu, fait partie donc de la dissolution des montagnes, de la croûte terrestre, et il doit se retrouver quelque part à un moment donné. Et c'est de cet endroit, de cette direction dont on va parler. Et nous allons parler donc de la manière de vivre en sécurité à l'ère de l'aluminium. Il y a quelques années, nous avons fêté Darwin, un des grands héros de la science. Je crois que c'était 200 ans depuis sa naissance ou 150 ans depuis l'origine des espèces, la publication de ce livre.
Donc un des journaux sur la biochimie m'a demandé d'écrire un article qui expliquait pourquoi les deux éléments les plus abondants sur la croûte terrestre, l'aluminium et le silicium, n'avaient pas d'essence biogéochimique claire. Ce qui est certain, c'est que l'aluminium se fait à partir de rien. D'ailleurs, cela est prouvé. Ça n'a jamais été le cas. Il n'y avait rien qui existait avant ou qui vit aujourd'hui qui utilisait l'aluminium pour en tirer profit. Par contre, avec le silicium, c'est un peu différent. Mais comprendre son essence potentielle n'est pas aussi facile que ça semble l'être, surtout quand cela concerne deux des éléments les plus abondants. Par exemple, le calcium, le fer, le magnésium, tous ces autres éléments qui existent en abondance ont un rôle essentiel à vivre chez les êtres vivants. Ces deux choses, non. Donc, pour faire court, c'est le genre de présentation que D'ailleurs, je peux faire toute une présentation juste sur cette image. Le silicium n'est pas essentiel, même s'il a toujours été extrêmement abondant, simplement parce qu'il est limité au niveau chimique. On va en parler davantage dans une minute. L'aluminium n'était pas inclus dans l'évolution biochimique parce qu'il interagissait avec le silicium. Et c'est un peu aussi le débat d'aujourd'hui dans notre présentation. Le silicium repousse l'aluminium et le garde à l'extérieur des êtres vivants. Ici, on peut voir en rouge, on peut agrandir d'ailleurs, la partie que j'appelle ici donc l'ère de l'aluminium. Parce que c'est seulement ces 150 dernières années que nous avons trouvé une preuve que l'aluminium est désormais disponible au niveau biologique, réactif au niveau biologique chez la plupart des êtres vivants sur Terre aujourd'hui. La question est la suivante. Si cela est vrai, pourquoi est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce qui a changé? Comment avons-nous, êtres humains, apporté sur Terre pour changer le contrôle qu'on avait sur l'aluminium, que cela se trouvait à l'extérieur de tout ce qui était vivant, jusqu'à maintenant, puisque maintenant cet aluminium existe et présent. Et bien sûr, la réponse se trouve toujours chez les êtres humains. Vous avez déjà peut-être entendu parler du phénomène des pluies acides. Les pluies acides provoquent l'acidité des lacs, des forêts, la mort des poissons, des forêts. Et au début, on pensait que c'était ces zones, ces régions qui s'acidifiaient et l'acide était un problème. Mais non, le problème c'était l'acidification de l'environnement, le rejet de l'aluminium dans l'environnement. Et c'est là qu'on retrouve la présence d'aluminium dans l'environnement. Et c'est peut-être la première fois qu'on a pu constater cela. L'agriculture intensive, par exemple, cela détruit les terres, l'équilibre minéral et cela acidifie les sols. 30% de toutes les terres agricoles dans le monde sont désormais des terres acides. Et j'en parlais auparavant avec quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'il y a l'aluminium dans le café? Parce que nous faisons pousser du café dans des terres acides. L'aluminium, donc, se retrouve dans les grains de café. Pourquoi est-ce que nous avons de l'aluminium dans d'autres boissons, comme le thé noir, les thés noirs? Parce que les feuilles de thé poussent sur des terres acides. Et tout cela est provoqué par l'homme. Un des plus connus, peut-être, il y a moins de 130 ans,
l'homme a appris quelque chose. Comment se saisir de silicates d'aluminium inerte, d'oxyde, comment les prélever de la croûte terrestre et les utiliser pour faire du métal, de l'aluminium, et ensuite des sels d'aluminium. Et c'est ce que j'ai appelé l'avènement de l'ère de l'aluminium, l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Quand je suis allée à l'école, on parlait de l'ère du cuivre, du bronze, du fer. Et ces 30 dernières années, nous assistons à l'ère de l'aluminium. Souvent, quand je reçois des critiques, des gens qui me disent « Chris, tu es contre l'aluminium ». Mais c'est complètement faux. D'ailleurs, j'ai dédié ma vie pour comprendre l'aluminium. Et en tant qu'universitaire, je ne me suis pas vraiment enrichie. Peut-être, bon, si, mon savoir. Mais je suis le mieux placé pour comprendre les avantages de l'aluminium. L'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui ne serait pas telle qu'elle est sans l'utilisation de l'aluminium. Le monde qui existe tel qu'il est aujourd'hui n'existerait pas. Je n'aurais pas pu venir ici par avion sans l'aluminium. Si on avait toujours du bois, on aurait des problèmes. Ou quelque chose plus lourd que l'aluminium. Ce serait encore pire. Donc évidemment, c'est extrêmement important dans notre vie. On n'aurait jamais pu envoyer une fusée sur la Lune sans l'aluminium. Et cela nous a permis de faire des grandes choses. Mais ici, ce que je mentionne, c'est que l'ingrédient actif dans un antitranspirant, dans le fuselage d'un avion ou le colorant qui est utilisé dans les bonbons préférés des enfants. On a cette grande diversité d'utilisation de l'aluminium. Mais le problème que je rencontre toujours, c'est que quand on introduit quelque chose de nouveau dans la vie, chez un être vivant, on devrait au moins être certain que nous le faisons en toute sécurité. Et cela n'a jamais été le cas pour l'aluminium. Et ça n'est toujours pas le cas. On peut utiliser l'aluminium pour n'importe quelle utilisation, en n'importe quelle quantité, sans aucune réglementation. La seule réglementation qui existe sont indirectes et elles ne prennent aucunement en compte la santé. Et je pense que ça, c'est le problème. Alors peut-être qu'on peut le simplifier, ce problème, grâce à ce dessin, ce schéma, et ça vous donne une idée de l'influence de l'aluminium sur l'être humain. Il y a différentes routes. Donc ici, on a l'exposition. Où est-ce que cela se retrouve dans le corps? On peut l'ingérer, le respirer, même peut-être à travers la peau. Et il n'y a pas si longtemps, je me rappelais que tout le monde pensait que la peau était complètement imperméable à quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on faisait fi des entreprises, des groupes cosmétiques, parce qu'ils vendaient des produits pour empêcher que la peau absorbe quoi que ce soit. Et on se dit, mais non, c'est impénétrable, c'est comme une barrière. Et puis quelqu'un a inventé les patchs nicotine. Alors non, la vérité, c'est que la peau n'est pas impénétrable. C'est quelque chose de vivant et évidemment, cela traverse la peau. Donc il y a diverses manières qui permettent à l'aluminium de se retrouver dans notre corps. Et c'est à ce moment-là que nous aurons des problèmes. Il y a énormément de choses. Par exemple, vos intestins se retrouvent à l'extérieur de votre corps, vos poumons, votre système reproductif. Il y a énormément d'organes de votre corps qui ne se retrouvent pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et toutes ces choses vont interagir avec l'aluminium et vice-versa. Et c'est ce que j'essaye d'appeler la charge corporelle de l'aluminium. J'essaye d'établir
de comprendre chaque cas où l'aluminium pourrait avoir une réaction biologique avec vos organes. Un des grands mythes autour de l'industrie de l'aluminium a toujours été que non, l'aluminium est bénin, il n'est pas réactif. Il n'y a rien de plus faux. C'est un métal et quand c'est dans son état libre, il est aussi réactif que n'importe quoi, n'importe quel autre métal. Par exemple, dans le triphosphate, une molécule extracellulaire, le 80P utilise le magnésium. L'ATP utilise le magnésium. Et si on avait une compétition entre le magnésium et l'aluminium, liés par l'ATP, on aurait besoin de 1000 molécules, atomes de magnésium, d'ions de magnésium. Donc l'aluminium est extrêmement réactif en termes biologiques. C'est pour ça que j'avance cette thèse. Je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais une thèse qui cherche à comprendre pourquoi l'aluminium n'aurait pas pu être impliqué dans cette évolution biologique, parce que sinon la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui serait complètement différente. L'aluminium peut faire partie de tout type de réaction biologique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette charge corporelle? On va brièvement parcourir cela. Différents exemples qui expliquent où on retrouve l'aluminium. L'exposition, tout d'abord, ensuite la charge, où est-ce qu'elle se trouve dans le corps, les boissons, les choses qu'on boit. Évidemment, ça, c'est important. C'est un peu injuste d'avoir un verre d'eau ici, parce que d'ailleurs, quelle que soit la boisson qu'on boit, on devrait être certain que cela a une très faible teneur en aluminium. Ce n'est pas toujours le cas. En général, l'eau n'a pas une haute teneur en aluminium. Si on pense à quelque chose que l'on boit, qui contient de grandes quantités d'aluminium, on commence à penser à l'industrie des boissons transformées, par exemple le Coca-Cola, etc. Différentes boissons, surtout celles que l'on retrouve emballées dans de l'aluminium. Certaines auront une grande teneur en aluminium. À travers les boissons, on peut ingérer de l'aluminium. Alors, l'alimentation, bien sûr aussi, je ne devrais pas vous mettre une photo de frites parce que vous n'allez pas forcément trouver beaucoup d'aluminium dans les frites. Mais en ce qui concerne les aliments, on revient justement aux aliments transformés parce que l'aluminium est utilisé dans la transformation des aliments et c'est aussi un contaminant. Et il y a bien sûr on a parlé du thé et du café un peu plus tôt, où l'aluminium, entre guillemets, peut pénétrer à l'intérieur d'un produit parce qu'éventuellement le thé ou le café est dans un champ qui est au contact de l'aluminium. Mais dans votre alimentation, il y a une source, et non des moindres, d'aluminium. Alors, les drogues récréatives. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? Je vois pratiquement plus personne qui fume ici. La pipe, la cigarette. Alors, il y a une époque où tout le monde fumait en France, mais c'était une bonne façon de faire pénétrer l'aluminium dans notre corps. Alors, vous fumez une cigarette et vous libérez de l'aluminium dans l'urine pratiquement immédiatement. Et on sait que l'aluminium dans le tabac est disponible biologiquement et passe la barrière des poumons très rapidement. Alors les poumons, est-ce que vous auriez imaginé que ce soit un site d'exposition aussi important et vous êtes exposé tous les jours? Oui, absolument, c'est une surface énorme et il y a beaucoup, bien sûr, d'éléments qui passent par les poumons. Alors, ce qui est intéressant, et ça s'appelle les cigarettes électroniques qui ont pris le dessus, peut-être.
Alors, les gouvernements adorent les cigarettes électroniques. Pourquoi? Parce que le gouvernement pense que c'est grâce aux cigarettes électroniques que les gens arrêtent de fumer. Mais en ce qui concerne l'aluminium, c'est encore pire que les cigarettes. Et les cigarettes électroniques ne sont pas pires parce que les solutions que vous allez vaporiser ont une teneur importante à l'aluminium. Non, c'est parce que justement le corps, la partie qui chauffe est faite en aluminium. Et quand vous fumez, entre guillemets, vous vapotez, et la quantité d'aluminium qui s'en détache est beaucoup plus élevée que le tabac. Et ça, on a pu le mesurer. Néanmoins, au Royaume-Uni, notre ministère de la Santé publique est en train de recommander le vapotage. Alors, il y a une chose qu'on n'a jamais su. Alors, pourquoi est-ce que le tabac est délétère pour la santé? Alors, on nous dit, oui, que le tabac cause les cancers du poumon. C'est vrai qu'il y a une forte association entre le tabac et le cancer du poumon, mais on n'a jamais élucidé le mécanisme. Alors, bien sûr, alors quand on pense à la quantité d'aluminium qui se trouve dans le tabac, et pourrait peut-être que finalement les maladies dues à ce qu'on pense le tabac peuvent être liées à la présence d'aluminium. Mais si c'est vrai, alors ça va pas être la cigarette électronique n'est certainement pas une réponse. Alors les drogues un peu plus dures, drogues dures, et qui sont contaminées et des fois c'est la façon dont on prend la drogue ou on l'administre, ça peut exposer les gens à l'aluminium. Alors j'ai parlé à des gens aux États-Unis et donc cette crise avec les opiacés qui risque d'arriver ici très prochainement, et les drogues tuent des milliers de personnes aux États-Unis. Alors, une des raisons pour lesquelles j'étais en train de leur parler, c'est parce que quand vous regardez à l'intérieur des cerveaux des personnes qui sont mortes d'une overdose d'héroïne, et vous trouvez quelque chose qui est assez semblable à ce qu'on appelait justement donc l'encéphalodialyse, qui était donc un trouble d'aluminium parce qu'il y avait une dialyse de l'aluminium de personnes justement qui étaient en dialyse. Et, et donc ils ont aussi et alors, les personnes qui meurent quand ils ont 20 ans, et donc ils ont un petit peu les prémices d'Alzheimer. Ils ont une dialyse encéphalopathique et on trouve des grandes quantités d'aluminium dans l'urine, et on sait qu'ils y sont exposés à l'aluminium. Alors ça, on a fait toutes ces expériences. Il fallait des autorisations. Il y a la police qui escorte la personne qui nous apporte l'héroïne au laboratoire. Et une des façons s'appelle chasser le dragon. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent l'héroïne sur donc un morceau de feuille d'aluminium, ils chauffent la feuille d'aluminium et ensuite ils respirent. Alors soit c'est donc par le nez ou des fois par les poumons. Alors, le nez est une façon très efficace de faire pénétrer quoi que ce soit dans le cerveau. Vous avez un accès direct à l'hippocampe par le système olfactif. C'est la raison pour laquelle on prend des drogues, par moi personnellement bien sûr, on prend des drogues par le nez et des vrais médicaments. Et donc ça va avoir le potentiel d'aller directement dans l'hippocampe. Alors, on vient de parler d'antitranspirants, et ce que l'on sait, c'est sûr, justement. Alors, donc, ils sont faits en aluminium, tous les bons, justement, qui, justement, éliminent la transpiration. Il y a des tas de gens qui me donnent des recettes en disant utilisez ceci, cela. Mais, donc, si vous ne voulez pas avoir un problème de transpiration, vous utilisez un antiperspirant. Alors, pourquoi est-ce qu'il fonctionne? Alors, l'industrie va vous dire qu'il s'agit de bloquer les glandes sudoripares. C'est n'importe quoi. Donc ça fonctionne parce que AL3+, l'ion va perturber les glandes sudoripares. Mais bien sûr, si c'était reconnu comme étant la façon dont ces produits fonctionnent, eh bien, il faudrait les classer comme médicaments. Et il est vrai, bien sûr, et ils devraient faire l'objet des essais auxquels les antitranspirants ne sont pas sujets. Mais alors, on sait que ça traverse la barrière cutanée. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que donc ces produits bloquent
le fait de transpirer. Et on va le voir d'ici quelques minutes. Et la façon dont le corps s'y prend pour éliminer l'aluminium, c'est par le biais justement de la transpiration, de la sueur. Et vous n'avez même pas besoin d'invoquer l'aluminium qui se trouve dans le produit comme étant une cause de quelque chose qui se passe éventuellement dans les selles ou le sein. C'est peut-être parce que dans cette zone, vous êtes en train d'empêcher l'aluminium de se libérer de tel ou tel tissu. Et c'est vrai qu'on parle pas mal justement du cancer du sein et l'aluminium qui se trouve justement dans les antitranspirants. Et c'est vrai qu'il y a eu un rapport il y a une année de cela qui a démontré une corrélation, et non des moindres, entre la fréquence de l'utilisation d'antitranspirants et particulièrement chez des jeunes et le cancer du sein, une corrélation. Et c'est mon premier grand essai clinique qui a vraiment mis le doigt dessus. Et pour moi, cet essai a suffi pour moi pour justement considérer que l'aluminium joue peut-être un rôle dans le cancer du sein. Alors, les drogues, comme les antiacides, et de nouveau, les sels d'aluminium fonctionnent très bien comme antiacides, donc ils peuvent contrôler l'acidité et contrôler aussi alcalin, les propriétés alcalines, mais on en prend énormément. Et alors, j'ai mis aussi, donc ça c'est un de Aricept, c'est un médicament pour personnes souffrant d'Alzheimer. Alors, c'est un peu jaune pâle, la couleur. Alors, ça, c'est un exemple de la complaisance des fabricants des médicaments pour les patients souffrant d'Alzheimer, parce qu'ils mettent de l'aluminium dans les médicaments pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, juste pour qu'il y ait une belle couleur des comprimés. Et même demain, nous en reparlerons. Alors, à savoir s'il y a une corrélation entre l'aluminium et la maladie d'Alzheimer, tout le monde sait qu'il y a quelque chose là. Hein, et de prendre la décision d'en mettre dans le médicament qui est destiné aux malades d'Alzheimer et en sachant que le médicament de toute façon n'a pas d'effet, c'est un scandale et ils s'en fichent. Les écrans solaires. Alors, vous me le croirez ou non, ils ont une grande teneur en aluminium. Alors, y a-t-il des preuves comme quoi l'aluminium pénètre dans la peau? Non, parce que les études n'ont pas été menées. Mais il y a pas mal de preuves comme quoi les écrans solaires causent le cancer de la peau et des mélanomes. Quel est le pays qui a les plus hauts taux de mélanome? L'Australie. Quel est le pays qui utilise le plus d'écrans solaires? L'Australie. Alors, il n'y a pas de réelle corrélation prouvée ou démontrée, mais ce que nous savons d'ores et déjà, c'est que ces écrans solaires n'ont pas été fabriqués pour pénétrer en profondeur dans la peau. C'était développé pour la protection de la surface de la peau quand ils donc ensuite pénètrent dans les couches profonde, eh bien, ces antioxydants se transforment en oxydants. Alors, l'aluminium est un agent pro-oxydant. Quand il y a quelque chose qui produit une oxydation, l'aluminium va exacerber cet effet. Alors, peut-être que l'aluminium joue aussi un rôle dans les écrans solaires. Et alors, c'est peut-être là où il y a de plus en plus de polémiques, c'est le rôle des adjuvants d'aluminium dans les vaccins. Et j'en parlerai encore demain. J'irai un petit peu plus loin demain, mais inutile de dire. Une fois de plus. Donc, c'est des arguments totalement stupides sur la présence d'aluminium dans les adjuvants. Alors, oui, mais la quantité d'aluminium dans un vaccin est infinitésimale. Si on compare, par exemple, à ce qui pourrait se trouver dans votre régime alimentaire. Et la quantité d'aluminium contenue dans un vaccin pourrait être, par exemple, 1 milligramme. Ça peut aller jusqu'à 1 milligramme. Alors, c'est tout petit. 1 milligramme dans le volume du vaccin en tant que tel, de ce qui est injecté, 1 ml. Et tout d'un coup, vous trouvez, donc vous avez 1 mg par ml, c'est 37 millimoles. Et 37 millimoles, bon, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. On va dire 1000
milligrammes par litre ou 1 gramme par litre. Alors, lorsque j'ai travaillé sur le poisson, la toxicité de l'aluminium chez le poisson, alors 1 gramme par litre, j'ai utilisé 0,0001 grammes par litre pour tuer un saumon. Alors, donc 1000 fois plus. C'est ça la concentration d'aluminium dans un adjuvant sur le site d'injection. Alors, pourquoi est-ce que les injections fonctionnent? C'est parce qu'ils produisent une toxicité sur le site de l'injection. C'est ça le processus inflammatoire qui survient. Alors, donc, ne me parlez pas de quantité. Ça, c'est une quantité significative d'aluminium. Et demain, je vous en parlerai plus avant et j'espère que vous pourrez venir demain. Ça, c'est un autre scandale. Et donc, chaque enfant reçoit l'aluminium dans sa formule qu'on lui donne, donc tous les enfants. Alors, il y en a certains qui ont une teneur très élevée en aluminium. Et donc, il y a une autre publication qui est en train d'être examinée. Et on voit justement les formules pour enfants qui ont été créées pour les enfants qui souffrent de certains problèmes, les enfants qui ne prennent pas de poids ou qui développent des sensibilités à certaines choses. Les sensibilités aux allergies, qui sont allergiques. Alors, ces formules sont tout aussi mauvaises, tout aussi délétères. Et en fait, alors, le même journal qui a publié les 2 premières publications BMC pédiatrique semble être confronté à un problème à publier notre prochaine étude. Et donc il bloque depuis 6 mois. C'est une petite étude, mais ça dit quelque chose de très profond. Ils disent que, oui, donc année après année après année, on demande, donc on fait boire à nos bébés des formules hautement qui ont des teneurs très élevées en aluminium. Et on demande à ces bébés, ces nourrissons très vulnérables, et aussi donc, chez les prématurés, on leur fait prendre des solutions qui sont vraiment lourdement contaminées avec de l'aluminium. Et dans la liste d'à peu près 20 formules, 2 ou 3 seulement ont des teneurs en aluminium très basses. 2 ou 3 seulement. Alors moi, ce que ça m'indique, immédiatement, c'est que la différence, c'est que quand vous achetez donc une de ces formules pour enfants, la boîte de 1 kg coûte 50 €. Ça ne coûte pas 5 ou 10 € quand vous achetez la formule habituelle. Alors, quand vous faites du contrôle qualité sur les ingrédients qui rentrent, il n'y a pas besoin d'y avoir d'aluminium. Donc, on peut résoudre ce problème. Donc, c'est un problème financier. Donc, on a 5 € et 15 €. Alors, l'image que vous voyez ici, c'est pour nous, les hommes. C'est du sperme. Et vous voyez, donc la fluorescence orange, c'est de l'aluminium. Donc, le sperme est hautement contaminé en aluminium. Alors, où démarre cette exposition en aluminium? On ne le sait pas, peut-être à la conception. Mais il y a d'autres données qui parlent du placenta. Il y a de nouvelles données sur l'aluminium contenu dans le liquide amniotique. Alors, les seules données que nous n'avons pas à disposition maintenant, c'est l'aluminium dans le tissu du fœtus. Ça, c'est principalement parce que c'est difficile justement de trouver du tissu fœtal. Et alors, il n'y a pas le doute, c'est là où démarre l'exposition, c'est dans le ventre de la mère et à la conception, entre la maman, le papa, l'ovule, le sperme. Et alors, la charge corporelle, ça c'est quelque chose qu'on porte tous. On a l'impression que c'est un scénario cauchemardesque. Alors, comment on va survivre à cette situation cauchemardesque? Alors, vous savez, oui, c'est vrai que c'est un côté cauchemardesque. Alors, vous, ceux qui aiment bien aller au cinéma, alors donc Terminator, donc James Caan, le film Terminator. Alors, dans le James Cameron, le film Terminator de James Cameron, il y a quelqu'un qui revient du futur pour essayer d'empêcher le Terminator de tuer quelqu'un. Récemment, j'ai parlé à Washington, une conférence sur Achieving Optimal Health qui est
inventé par donc Bush, son grand-père est mort récemment, c'est que comment améliorer son état de santé, la santé optimale. Et donc, je suis intervenu, j'ai utilisé la musique de Terminator au début de mon intervention pour dire, écoutez, je suis revenu du futur qui est ravagé par l'aluminium pour essayer de vous sauver maintenant. Je suis revenu en arrière et ça pourrait être vrai. Parce que moi, je ne vais pas vivre assez longtemps pour voir ce futur terrible. Alors vous, peut-être, vos enfants, c'est sûr. Donc il nous faut faire quelque chose, mais là, maintenant, immédiatement. Ce sont toutes les façons donc, de libérer, assurer l'excrétion de l'aluminium. Alors par l'urine, la transpiration aussi compte. Et au niveau donc, des excréments, une grande partie de l'aluminium qui se trouve dans les aliments et aussi dans les pellicules, les cheveux, les ongles. Quoi d'autre? Le sel. Alors, comment est-ce qu'on peut tirer avantage? Alors, quand on parle justement de l'élimination de l'aluminium, alors je bois de l'eau. Alors, il y a un métal lourd, on va dire le cadmium. Hein? Ah non, pas bien. Voilà, ça arrive dans mes intestins, voilà, donc, et ça pénètre dans le sang. Alors, mon corps va répondre pratiquement instantanément parce que ça commence à produire des protéines qui vont se lier au cadmium et commence à trouver une façon, il cherche à trouver une façon pour aider à se libérer de quelque chose ce dont le corps n'a pas besoin et qui est reconnu comme étant toxique, ce soit par les selles, l'urine. Alors mon corps, votre corps a une mémoire et d'avoir vu le cadmium dans l'évolution biochimique et il y a un mécanisme qui a été sélectionné pour s'en débarrasser. Ça n'arrive pas pour l'aluminium. Il n'y a pas de mémoire d'avoir rencontré l'aluminium dans une vie passée ou maintenant. Donc finalement, alors c'est comme les systèmes de transport ionique. Et il nous faut trouver des façons pour améliorer le système, pour justement libérer notre corps de l'aluminium et de façon plus efficace. Alors, donc, cette diapositive est juste pour nous rappeler que donc, toute cette charge corporelle peut très bien être associée à ces différentes conditions et on en reparlera demain. Le silicium est vraiment quelque chose de merveilleux parce que associé à l'aluminium, ça peut se lier à l'aluminium et à l'oxygène. Et il y a une croûte terrestre qui peut donc évoluer et permettre à la vie de perdurer grâce à cela. Et moi, je défends pas seulement le silicium, mais surtout l'acide silicique comme une des molécules les plus importantes qui existent sur Terre. La Terre, telle qu'elle existe aujourd'hui, ne pourrait pas exister sans le rôle joué par l'acide silicique. Je parle de changement climatique, de la minéralisation, je parle d'autres sujets sur la silidification et l'acide silicique qui permet de conserver l'aluminium hors de nombreux éléments. Alors l'acide silicique, de quoi est-il composé? De molécules, surtout de l'eau, très probablement. Là où l'eau va, l'acide silicique va. C'est une molécule neutre. Ce qu'il y a d'incroyable grâce à avec cette molécule, c'est qu'il n'y a aucune chimie. Elle réagit sans rien. Est-ce que c'est vrai, Chris? Eh bien, ça va réagir, auto-réagir avec une haute concentration de silice. On peut trouver le sable, par exemple, sur la plage. Il y a beaucoup d'éléments qui ont une haute teneur en silice. L'autre réaction, organique, inorganique, et nous avons des preuves scientifiques qui sont apportées, qui sont causées par vous-même. Et d'ailleurs, c'est ce dont je parle dans ma recherche de thèse. Et ce que l'on prouve, c'est que l'acide silicique réagit avec l'aluminium, pas avec Al3+,
Mais quand ce métal libre existe, il trouve l'hydrolyse. Et l'hydroxyde d'aluminium crée une surface sur laquelle l'acide silicique peut s'absorber, ce qui crée la silicate aluminohydroxy. La Terre a donc permis de se protéger de tout cela, et une fois que les montagnes se dissolvent, c'est donc épongé par l'acide silicique, et donc l'aluminium n'est pas présent. C'est une très belle réaction chimique, biologique, et une des plus belles qui existent sur Terre aujourd'hui. Mon ami qui est assis devant ne va pas apprécier cela, mais c'est le moment où je vais parler de ces compléments de silicium, de silice qu'on peut acheter dans de nombreuses boutiques. Et ce n'est pas la réponse parce qu'elle elle ne relâche pas de l'acide silicique. Elles peuvent avoir d'autres fonctions, d'autres bénéfices, d'autres manières, mais ça n'a rien à voir avec l'aluminium. Alors ces autres manières, on peut en parler pendant de longues heures. Mais la science nous dit que l'acide silicique et le silicium est utile puisqu'elle permet de protéger tout être vivant de l'aluminium. Alors dans ma thèse, j'en parle ici, c'est là qu'on a montré que cela protégeait les saumons de la toxicité de l'aluminium. Ça a pris beaucoup de temps, mais nous avons ensuite commencé à utiliser cela pour dire, eh bien, si ça peut protéger les saumons, ça peut protéger également, sûrement, les êtres humains. Nous avons conduit une recherche et à l'époque, on établissait un lien étroit entre la maladie d'Alzheimer et l'exposition des êtres humains à l'aluminium. On savait déjà que les personnes atteintes d'Alzheimer avaient beaucoup plus d'aluminium dans leur urine que d'autres qui n'avaient pas cette maladie. Et on se demandait si on pouvait changer cela en leur demandant de boire de l'eau minérale avec beaucoup de silicium ou d'acide silicique. Je suis allée au magasin du coin, j'ai demandé de l'eau avec la plus haute teneur en silicium, et peut-être que vous reconnaissez cette bouteille, la Volvic, environ 30 ppm de silice. Il n'y a pas de silice en fait, c'est de l'acide silicique. Avant que l'on fasse ces recherches, ce qu'on a fait, c'est de trouver un volontaire en bonne santé. On espère qu'il est en bonne santé. On lui a demandé de boire de l'eau minérale 2 dimanches continus. Et ensuite, on a mesuré l'aluminium dans son urine. Et ce qu'on a constaté, c'est que juste après avoir bu l'eau minérale, il a donc eu de l'aluminium dans son urine. Donc, le simple fait de boire cette eau minérale après avoir jeûné, sans avoir bu, mangé, eh bien, on urine de l'aluminium. On nettoie son corps en aluminium à travers l'urine. Donc ça, c'était des résultats d'il y a 10 ans. Ensuite, après la Volvic, on s'est demandé, est-ce qu'on peut utiliser ça chez les personnes atteintes d'Alzheimer? Ce qu'on a pu montrer, c'est qu'après seulement 5 jours, nous avons pu prouver que les personnes atteintes d'Alzheimer, un jour après, avaient une augmentation de l'aluminium dans leur urine significative. Et alors peut-être qu'on pouvait nettoyer leur corps en aluminium, l'exsécrer de leur corps. Et pour l'estimer, on utilise la charge corporelle en aluminium. Un pic d'aluminium, une charge corporelle élevée. Cela veut dire que l'aluminium est excrété de votre corps. Mais ça, c'était une étude qui se répondait sur 5 jours. Il a fallu 6 mois d'approbation éthique pour que des patients atteints d'Alzheimer boivent une bouteille de Volvic alors qu'ils auraient pu le faire eux-mêmes sans nous en allant l'acheter au magasin du coin. Mais on a besoin de cette autorisation éthique.
Alors, quelques années plus tard, nous avons donc pu faire un essai bien plus long, sur 12 semaines. 12 semaines à boire de l'eau minérale riche en silicium chez des patients atteints de l'Alzheimer. Et leurs aides-soignants faisaient cette même étude, ce même test. On a donc pu observer cela sur 12 semaines et nous avons vu des personnes atteintes d'Alzheimer qui voyaient leur charge corporelle d'aluminium diminuer après avoir bu 1 litre de ce genre d'eau minérale chaque jour. Ce qui était encore plus enthousiasmant, c'est que lors de cette courte étude, on a pu observer les fonctions cognitives. Après le premier jour de l'étude et au dernier jour de l'étude, on s'est rendu compte que sur 3 des 15 personnes atteintes d'Alzheimer, qui voyaient également leur charge corporelle d'aluminium baisser, on a pu constater une amélioration clinique significative dans leurs fonctions cognitives. Et ça peut paraître trivial, mais il n'y a aucun médicament Alzheimer contre Alzheimer qui n'ait eu cet effet. Alors vous devriez vous enthousiasmer également, parce que moi, ça m'a permis d'entamer, de constater que l'aluminium jouait un rôle dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Alors bon, le dîner approche, mais je voulais vous montrer néanmoins quelques informations sur le début d'un essai après avoir bu de l'eau minérale riche en silicium et à la fin de l'étude. Donc là, c'est 1 jour, 0 jour, en bleu. Début. Première semaine de l'étude, en rouge quand on commence à boire l'eau et en blanc après 12 semaines. Et là, on voit que l'aluminium, qui augmente au début, commence ensuite à diminuer après 12 semaines. Aucun effet sur d'autres méthodes essentielles. Ça montre qu'il n'y a aucune chimie, par exemple, entre l'aluminium et le cuivre, le fer, le zinc. C'est une bonne chose, malgré d'autres méthodes de chélation, détox, qui ont des effets sur les autres métaux. Ça vous montre que vous pouvez faire quelque chose de similaire sur des personnes en très bonne santé. Vous n'avez pas besoin d'être malade pour bénéficier des avantages de l'eau minérale riche en silicium. Voilà, vous buvez cela et après 24 heures, vous excrétez énormément d'aluminium dans votre urine. Donc tout ça, c'est bon pour nous tous, pour nettoyer notre corps de l'aluminium. Si on remonte à 2006, on a aussi, et c'est vraiment par chance, que les personnes atteintes de la sclérose en plaques avaient une grande quantité d'aluminium dans leur urine et on ne comprenait pas pourquoi. Nous avons pu conduire une étude chez les personnes atteintes de la sclérose en plaques, également avec de l'eau minérale riche en silicium. Donc d'abord, on a relevé leur urine sur 12 semaines. Ensuite, ils ont bu cette eau minérale les 12 semaines après et ensuite on a regardé leur excrétion en aluminium. Bon, c'est un petit schéma assez compliqué, mais tout ce qu'on voit en fait ici, en bas, nous avons la référence de base, puis ensuite les données à la fin de l'étude. Et ce qu'on voit ici à chaque fois chez les hommes et les femmes, F c'est femmes, M hommes, on voit qu'ils excrètent plus d'aluminium à la fin de l'étude alors en comparaison avec le début. Et on ne voit aucune évidence de la charge corporelle qui diminue. On ne peut pas vraiment voir cela grâce à ces chiffres, mais ce qu'on ne peut pas voir, c'est que sur l'échelle ici, les quantités d'aluminium dans l'urine, les personnes avec la sclérose en plaques, étaient beaucoup plus élevées que chez les patients atteints d'Alzheimer. Donc ça prend peut-être plus de temps
pour que la charge corporelle diminue quand on a plus d'aluminium. On verra. Je vais vous montrer demain des études de présence d'aluminium dans les tissus cérébraux chez les personnes atteintes de la sclérose en plaques. Alors, si on regarde davantage la prochaine diapositive, si on compare la 13e semaine et l'excrétion en aluminium, et si on la compare avec la dernière semaine, 13e semaine, c'est là où on s'attend à voir un pic en aluminium, parce que c'est la première semaine pendant laquelle on prend l'eau minérale riche en silicium jusqu'à la fin. Et c'est là qu'on commence à voir les choses changer, surtout chez les hommes. On voit une chute qui s'entame, et donc on voit potentiellement les premiers signes après avoir bu cette eau minérale régulièrement chez les personnes atteintes de la sclérose en plaques. C'est là que l'on voit que la charge corporelle en aluminium diminue. Ces essais cliniques veulent dire qu'une fois que c'est fait, c'est terminé. On ne peut pas voir ce qu'il se passe après. On ne peut pas faire un suivi. Mais on a reçu beaucoup de commentaires positifs de la part des patients atteints de la sclérose en plaques et qui ont subi cette étude. Après 6 mois après cette étude, j'ai reçu un appel téléphonique d'un médecin traitant dans ma région qui m'a demandé: est-ce qu'on a effectué une étude sur la sclérose en plaques en utilisant de l'eau minérale? J'ai dit oui, elle a été terminée. Je crois qu'à l'époque, on était en train d'écrire le rapport pour le publier. Et il m'a dit, ça explique quelque chose parce qu'un de mes patients m'a dit qu'ils avaient participé à cette étude et qu'ils s'étaient extrêmement bien remis. Bon, ils avaient surtout une sclérose en plaques progressive secondaire, alors que d'autres n'avaient pas du tout progressé et ils continuaient à... Ils avaient très bien progressé, ils avaient continué à boire cette eau minérale d'ailleurs. Donc il y a des preuves que ce type de thérapie est bénéfique. Bon, évidemment, ces anecdotes ne prouvent absolument rien, mais c'est bien dommage, parce que j'en reçois énormément de personnes ont entendu parler de ces eaux minérales riches en silicium. Beaucoup de personnes ont commencé à boire ce genre d'eau, et j'ai eu des personnes qui m'ont appelé parfois pour me dire qu'elles étaient juste allées voir leur neurologue et on leur avait diagnostiqué un stade précoce de l'Alzheimer. Et lui, il avait une 50aine d'années, il n'avait aucune prédisposition génétique et il était clair qu'il était exposé à des hauts niveaux d'aluminium dans son travail. Et je lui ai dit, mais il faut que tu trouves un avocat. Et je lui ai aussi parlé de notre étude utilisant l'eau minérale. Et je lui ai dit, pour que ça fasse juste pour ton bien, commence à boire cette eau. Et je n'ai plus une nouvelle de cette personne. Et puis quelques années plus tard, il m'a rappelé, il m'a dit, Dr. Exley, il venait de Darby, donc là, il travaillait sur des trains là-bas. Et il m'a dit, je reviens de rentrer de ma consultation chez le neurologue et il m'a dit que je n'avais plus Alzheimer. Et j'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, parce que je buvais cette eau minérale riche en silicium. Alors, je ne sais pas si c'est inventé, on ne sait pas, mais on reçoit énormément, on entend beaucoup de ces anecdotes chez des personnes qui sont autistes ou sont atteints d'Alzheimer, la sclérose en plaques. Et donc, il y a une chance que vous pourrez empêcher la maladie de progresser. Peut-être qu'on peut complètement renverser la situation. Je ne sais pas, parfois les dommages sont faits, mais est-ce qu'on peut empêcher son évolution? Certainement. Bon, est-ce qu'on peut empêcher quelque chose même de se produire? C'est certainement vrai, c'est absolument vrai. Voilà notre solution. Et je voulais conclure en parlant de notre réunion à Kiel, l'université de Kiel sur l'aluminium. Vous êtes tous invités. Ça se passe au Mexique. Il y aura une session dédiée aux adjuvants aluminiques qui sont présents dans les vaccins. Il y aura des entretiens. Bon, alors ça sera disponible en ligne, en direct. Ça sera
disponible. Donc. Et aujourd'hui, je voulais me concentrer sur une partie spécifique de ma recherche et demain, je me concentrerai sur quelque chose d'autre. Tout ce que je vous montre est scientifique, a été vérifié par les pairs. Ça sera la même chose demain. Sans ça, la science est en danger et je n'ai pu obtenir aucune subvention de la part des gouvernements, des œuvres caritatives, de l'industrie, pour conduire ces travaux. Ces 5 dernières années, toutes mes recherches, tous mes travaux ont été financés grâce à la philanthropie, grâce à des personnes qui veulent aider, qui veulent faire des dons. Alors, où que j'aille, et je le fais depuis 1 an, mon financement terminera en août prochain. Donc c'est un peu un appel, une campagne. Si vous connaissez des philanthropes, des personnes qui souhaitent contribuer, alors dites-leur de me contacter. Moi, j'irai où je devrais aller, je parlerai à n'importe qui pour pouvoir continuer cette recherche. Merci d'avoir écouté. Alors, je ne sais pas si on a un petit peu de temps pour prendre des questions. Est-ce qu'on... Oui, micro, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a d'autres sources? Oui, il y a beaucoup d'eau minérale riche en silicium. Alors, alors c'est fantastique l'Europe parce qu'il y a beaucoup de régions où il y a des massifs montagneux. Il y en a beaucoup en Allemagne, en Italie, mais au Royaume-Uni, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est la raison pour laquelle il nous faut importer ces eaux minérales. En Islande, peut-être, oui, absolument, vous avez raison. Mais on n'en trouve pas beaucoup dans les pays scandinaves. Et c'est la raison pour laquelle aussi ils ont besoin d'importer ces eaux. Alors, ce qu'il faut, alors, sur la bouteille, il faut regarder la valeur de 30 mg par litre ppm. En dessous, de ces 30 ppm, l'efficacité ne va pas être si bonne. Mais on n'a pas des études qui ont été faites parce que tout simplement, il n'y a pas le financement. Mais nous savons que certaines eaux minérales donnent des résultats. Et moi, j'ai travaillé principalement après la Volvic. Alors, Volvic a refusé de contribuer quoi que ce soit. Donc, ils n'apprécient pas du tout qu'on mentionne leur nom parce que donc, ils appartiennent à Danone et Danone met beaucoup d'aluminium dans tout ce qu'ils fabriquent. Donc, ça, ils n'en veulent pas du tout, hein, ça ne leur fait pas plaisir. Mais moi, je les mentionnerai toujours parce que c'est une eau que les gens peuvent se permettre d'aller acheter. Il n'y a pas d'autre raison, mais il y a des tas d'autres eaux minérales. Salvetta, Rosanna, beer, apparently. Yes, oui. Alors, l'intervenant dit qu'il y a d'autres sources, comme la bière, par exemple. Alors, donc, il y a certaines bières artisanales qui vont avoir un niveau élevé d'acide silicique. Mais alors, moi, je ne veux pas vous encourager à devenir des ivrognes hein, pour vous débarrasser de l'aluminium qui se trouve dans votre corps, mais vous avez absolument raison. C'est la première fois que j'entends ce que vous venez de nous dire. Et moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a un lien causal, une association pour l'aluminium? Vous voulez dire oui. Nous savons que l'aluminium cause donc la dialyse encéphalopathique. Et donc aussi cause aussi donc ostéoporose, des maladies osseuses. Ça ne veut pas dire que c'est la seule cause de ces maladies, mais on sait que l'aluminium peut causer ces maladies, la dialyse encéphalopathique. Et alors moi, je disais par le passé, et je le dirais aujourd'hui, quand dans les tissus du cerveau, quand il y a une teneur d'aluminium trop élevée, c'est sans doute une des causes d'Alzheimer. Je l'ai dit. Donc il n'y a pas... On s'approche. Donc, des personnes comme moi qui pensent à ces choses depuis 35 ans, et donc de finalement s'exprimer de cette façon. Moi, je suis convaincue maintenant.
Et je ne suis pas convaincue de beaucoup de choses, mais pour la maladie de l'Alzheimer, ça, j'en suis absolument certain. Par exemple, nous, on est confrontés aux vaccinations en France, là, obligatoires depuis peu de temps. Est-ce que, par exemple, en leur donnant de l'eau aux bébés, on peut, et pendant combien de temps avant un vaccin, on peut éviter cette surcharge d'aluminium? Et la deuxième, ça concerne les femmes qui vont chez le coiffeur, qui font des mèches. On leur met des feuilles d'aluminium. Et je voulais savoir si par le cheveu, l'aluminium passait dans l'organisme, par le cheveu. Okay, so the second one. La réponse à votre deuxième question, il n'y en a pas. Donc, ce que vous me demandez, c'est une voie d'entrée dans le corps. Si le cheveu peut être une voie d'entrée de l'aluminium dans le corps. Alors, ce qui est intéressant, alors que les cheveux, c'est composé de kératine. Et donc, c'est une barrière assez forte et peut-être encore plus imperméable que la peau. Mais bien sûr, le cuir, le tissu du cuir chevelu ne ressemble pas aux autres types de peau. Alors, il y a des régions. Alors, les hommes, nous avons une zone de la peau où il y a une peau très perméable. Et on a la langue aussi, et qui est très perméable. Alors, il est possible. Alors, votre première question, ça, je peux y répondre d'une façon différente. Alors donc, quand j'envoie mes chats en pension, et donc ils doivent avoir des tas de vaccins. Alors les vaccins vétérinaires sont encore pires que les vaccins humains. Alors moi, je donne à mes chats, je leur donne une eau minérale riche en silicium lorsqu'ils reviennent à la maison. Et donc, aussitôt que possible, il faut justement faire boire à nos enfants des eaux riches en silicium. C'est une protection immédiate pour l'avenir. Et donc, il faut en faire une habitude. Pour moi, c'est une philosophie. C'est pas un mécanisme de détoxification. Moi, je bois de l'eau tous les jours, pas aujourd'hui parce que je n'en ai pas trouvé, mais tous les jours de ma vie, je continuerai à le faire à cause justement de la possibilité de quelque chose qui va altérer quelque chose. Alors, une chose avec l'aluminium qui n'est pas forcément bien comprise de tous, c'est qu'il y a... Donc, l'aluminium peut être un antigène, pas seulement un adjuvant. Et ce que cela veut dire, c'est que votre corps, maintenant qu'on a de l'aluminium disponible, biologiquement disponible, et donc s'il y a cette réexposition, il pourrait y réagir de la même façon que vous réagiriez à un virus, à une bactérie. Et il nous faut garder cela présent à l'esprit. Que si vous prenez une eau minérale riche en silicium pendant quelques mois, oui, donc vous allez excréter de l'aluminium, mais quelques mois plus tard, ça reviendra et vous n'allez pas être prêt la prochaine fois quand vous ne saurez pas quand vous allez être hautement exposé à de l'aluminium. Oui. Donc, aussi en amont que possible, aussi tôt que possible, nos enfants, nos nourrissons devraient boire des eaux minérales riches en silicium. Écoutez-moi, donc moi, j'ai pas investi dans des sociétés d'eau minérale riches en silicium, donc ils me donnent pas d'argent, et je préférais pouvoir être à même de vous dire. Donc, voici un petit comprimé que tout le monde peut prendre pour se protéger. Mais pour le moment, c'est ça le seul choix. Ce ne sont pas les gouvernements qui vont nous protéger de l'aluminium, ça c'est chose sûre. Et donc, ce n'est pas l'industrie qui va nous protéger. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est protégez-vous vous-même si vous le voulez. Vous avez le choix, bien sûr. Que pensez-vous des travaux de Louis Kervran et les réactions de transmutation biologique? Est-ce qu'on n'est pas face à l'ubiquité finalement de l'aluminium? Est-ce qu'on n'est pas voué à s'adapter physiologiquement et du coup mettre des réactions de transmutation biologique endogènes pour permettre de transformer l'aluminium en silicium en ajoutant un proton finalement à l'aluminium pour obtenir le silicium? I'm losing. My French lost on that. Là, je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Alors, vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez compris la question, là? De Louis Kervran, je ne sais pas si vous le connaissez, qui traite sur les réactions de transmutation biologique. Voilà, de Louis Kervran. Voilà, c'est bon. Je repose ma question. Quel est votre...
Channel 2, yeah. No, channel 1. Voilà, donc quel est votre point de vue par rapport aux travaux de Louis Kervran qui traitent sur les réactions de transmutation biologique? Est-ce qu'on n'est pas, face à cette ubiquité, comme je vous disais, l'aluminium dans notre environnement, voué à s'adapter par rapport à cette quantité importante d'exposition à l'aluminium? Est-ce que l'organisme humain ne serait pas capable de transmuter l'aluminium, qui a une charge atomique numéro 13? Quand on voit le tableau de Mendeleïev, quand on voit l'aluminium qui est à côté du silicium, c'est peut-être pas par hasard finalement. No, it's a great question. Très, très bonne question. Et c'est ce qui est en train de se passer là, maintenant. Quand l'oxygène a été présente sur Terre, c'était toxique. Et les seules choses qui ont pu survivre par chance, parce qu'il y avait des systèmes antioxydants et ils ont pu gérer le métabolisme oxydatif. Et ensuite, nous sommes arrivés, il en va de même pour le calcium qui est stocké dans les eaux, qui est utilisé et qui est très, très toxique, et toujours toxique à ce jour, tout comme l'oxygène. Mais nos systèmes ont évolué pour gérer. Oui, oui. La biologie va évoluer pour faire face à l'aluminium. Mais est-ce que c'est la biologie qui est dans cette salle-là? Je ne le pense pas. Ce sera autre chose. Les systèmes biologiques ici, je ne pense pas que les humains survivront des hautes expositions en aluminium. C'est la raison pour laquelle je suis revenu pour vous en parler. Hein, je suis de retour. Pour pouvoir s'adapter d'après vous. Alors. L'exposition, l'adaptation n'est pas possible parce que l'exposition est trop brutale et trop intense. D'accord. Okay. Oui. Il n'y a pas assez de temps. Alors, l'adaptation au calcium, à l'oxygène, ça s'est fait sur des dizaines de millions d'années. Alors, nous sommes des petites miettes de vie dans l'évolution de la planète. Nous ne survivrons pas à l'ère de l'aluminium, à moins de faire quelque chose. Mais écoutez-moi, il y a quelque chose qu'on peut faire. Oui, il y a quelque chose à faire. Et on devrait toutes et tous le faire. Moi, je le fais. Alors, voyons. Alors, peut-être que je ne sais pas si quelqu'un va mourir justement d'une toxicité à l'aluminium. Mais... Tout à l'heure, et je voulais savoir si l'inhalation d'huile essentielle de coriandre pourrait aller jusqu'à la barrière ménagée. Parce que les bouteilles de Volvic, c'est très bien, mais le plastique au soleil, il donne des xénoxystrogènes. Alors, si on donne ça à des bébés... Alors, j'ai compris qu'on soit préoccupé par les plastiques. Néanmoins, alors j'ai été impliqué. Donc, une nouvelle eau minérale riche en silicium qui est disponible au Royaume-Uni, qui est disponible parce que je l'ai utilisée dans mon étude. Parce que ça vient de Malaisie. Et alors que j'étais impliqué dans notre scientifique, notre chimiste, mais de nouveau, les exigences pour une eau avant de pouvoir la commercialiser, et donc les conditions, même jusqu'au nom qu'on peut mettre sur la bouteille qui décrit le type d'eau. Par exemple, toutes les choses comme résidus de plastique donc, ont été mesurés. Et ils n'y sont pas. Ah, bien sûr, vous avez raison. Donc, si vous laissez, vous abandonnez une bouteille plastique au soleil, avec le temps, il y a quelque chose qui va se retrouver dans l'eau, et c'est peut-être pas bon du tout pour votre santé. Mais donc c'est parce que nous, on fait quelque chose qui n'est pas correct. Plutôt que ce que vous pouvez faire pour vous protéger vous-même. Les gens disent « Ah, mais je le veux dans une bouteille en verre. » Vous savez, le verre n'est pas forcément plus propre que le plastique. C'est simplement qu'elle n'a pas mauvaise presse. Et le plastique a très mauvaise presse. Alors, le plastique, comme l'aluminium, donc a finalement fait de notre vie ce qu'elles sont. C'est quelque chose de fantastique. C'est ce que l'homme en fait qui fait que c'est pas bon. C'est pas le plastique en lui-même. Il y a des solutions. C'est ce qu'on a fait l'homme. Alors, vous avez demandé si on pouvait inhaler quelque chose comme une huile essentielle de coriandre. Alors nous avons besoin d'un mécanisme
pour justement excréter l'aluminium par les reins. Alors, quand l'aluminium pénètre dans notre sang en une période assez courte, il se liait justement donc à la transférase. Et donc, ils sont trop larges pour être filtrés par les reins. C'est la raison pour laquelle il est difficile pour excréter l'aluminium dans l'urine. Alors, ce qui est fabuleux avec l'acide silicique, c'est que l'aluminium peut, dans des silicates qui peuvent être filtrés par les reins. Et alors, il y a d'autres façons potentiellement de lier l'aluminium. Il faut aussi le faire sortir du corps. Et il faut prendre en compte justement les barrières qu'il faut traverser, qu'il faut franchir. Et c'est potentiellement la raison pour laquelle le silicium fonctionne. Et on sait que cela fonctionne parce qu'on a une très belle vie sur Terre. Et donc, il faut justement faire passer cette idée pour nous-mêmes. Nous avons créé l'ère de l'aluminium. C'est pas la Terre. Donc, fait par l'homme, comme les plastiques et l'utilisation abusive, excessive par l'homme. Donc, on peut renverser la donne. Ça va? Ça vous va? Il serait intéressant également que vous puissiez... alors, je pense qu'il serait intéressant, si vous avez l'occasion un jour, de tester l'élimination urinaire de l'aluminium en utilisant l'eau morphogénique contenue dans les végétaux, parce que l'eau des végétaux, les végétaux aqueux ont des capacités d'assimilation au niveau des aquaporines qui est beaucoup plus intéressante que l'eau des bouteilles en minéral. Et je pense que l'élimination des métaux lourds, en l'occurrence de l'aluminium, serait davantage optimisée à travers ces expériences de consommation d'eau morphogénique issue des végétaux, comme le concombre, la pastèque, le melon. Tous les végétaux aqueux ont une eau qui est bien plus intéressante sur le plan de la d'épuration. Alors, en français, je réponds peut-être. Oui, écoutez, toute science est intéressante et il faut garder l'esprit ouvert. Pour le moment, donc, on va traiter de ce que l'on connaît. Vous avez raison, peut-être qu'à l'avenir, on apprendra d'autres choses qui pourraient produire des petites molécules d'aluminium qui pourraient être filtrées par les reins, et c'est ça ce qu'on recherche, oui. Mais pour le moment, on n'arrive même pas à trouver les financements pour faire ce qui est en train de se faire. Alors imaginez, imaginez par rapport à ce que vous aimeriez étudier. Mais merci d'avoir posé la question. Que pensez-vous des MSA et il y a des gens qui ont parlé de l'aluminium n'est pas un DMPS. C'est la raison pour laquelle mon avion est arrivé à l'heure. C'est un métal très léger. La chimie est tout à fait différente par rapport au cadmium, au plomb. Et donc, il n'y a pas de synergie ici. Et alors, ce sont l'action en tant que chélateur. Ce sont des chélateurs pour les métaux lourds, mais il y en a d'autres qui ont une action antioxydante. L'aluminium est un peroxydant. Alors, tout ce qui agit comme antioxydant, potentiellement au moins, pourrait influencer l'aluminium comme pro-oxydant. Moi, je crois personnellement qu'au niveau des mécanismes de toxicité, on n'en a pas parlé aujourd'hui, donc on en est tout proche de l'aluminium, son action pro-oxydante. Ça pourrait agir à la même concentration d'aluminium qui sont présentes dans nos corps et dans nos cellules. Alors qu'on a les nanomoles d'aluminium produit des effets délétères en présence d'un cycle redox. Alors, ce genre de composés ont des vertus potentiellement, mais pas par rapport de la liaison à l'aluminium. Non. Alors, deux questions très rapides. Alors, vous dites que l'aluminium ne franchit pas les reins, mais vous avez testé la concentration urinaire. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Oui, donc ça passe la barrière des reins, ou les reins, en introduisant justement une eau minérale riche en sélénium, c'est qu'on facilite le processus.
du traitement par les reins. Donc, avant que l'aluminium soit lié à la transférine, il est présent dans des complexes à poids moléculaire léger et des phosphates et des petits hydroxydes. Et c'est à quoi réagit l'acide silicique. Alors là, il peut y avoir filtration. Et donc, en étendant la vie des petites molécules dans le sang pour introduire de l'acide silicique, on peut en extraire plus. Et il y en a moins qui se retrouvent piégés dans la transférine. Et donc, bon, il n'y aura pas de séance questions-réponses demain. Où est? Je suis curieux. Donc, ce que vous allez dire sur les vaccins, donc, bien sûr aussi, ça soulève le sujet justement du coût-bénéfice ou risque-bénéfice. Et il semble les vaccins, il semble qu'il y ait eu des bénéfices, mais vous allez parler justement de contre-arguments basés sur les risques. Alors ce risque, et dans ce scénario risque-bénéfice, je pense que je vais devoir attendre jusqu'à demain. Oui. C'est certainement vrai. Il est certainement exact de dire que la plus grande majorité des personnes ne présentent aucun impact négatif d'adjuvant aluminique. En tout cas, pas d'impact de conséquences immédiates. La seule conséquence d'un adjuvant aluminique était une réponse inflammatoire sur l'injection, là où l'injection a été faite. Et je pense que tout le monde peut tolérer ça. Mais ce dont on a la certitude maintenant, c'est qu'il y a des groupes qui sont plus susceptibles que d'autres. Et cette susceptibilité peut représenter entre 2 à 5 % par exemple. Et quand vous inoculez cela sur plus d'1 million de personnes, cela représente des dizaines de milliers de personnes. Est-ce qu'il est accepté? Donc, est-ce que l'on peut accepter ces dommages collatéraux sur ce grand nombre de personnes juste pour produire des profits, pour dégager des profits? Je pense que la seule raison pour laquelle il y a des dommages collatéraux des adjuvants aluminiques, c'est parce que personne ne doit changer les choses. Personne n'en a le devoir. Et moi, je peux même créer un adjuvant aluminique qui ne cause aucun dommage, parce que si j'avais le financement, je pourrais, mais personne n'a à le faire. Personne n'a à financer de la recherche pour faire cela, parce que ça ne créera aucun profit. Et donc, on accepte les dommages collatéraux provoqués par ces adjuvants aluminiques. Sauf, bien sûr, si on finit par tuer des milliers de personnes à cause d'un virus, une épidémie, la peste, par exemple, ce genre d'épidémie. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Par exemple, on va administrer un vaccin contre l'hépatite B à un enfant, et cet enfant, en grandissant, a plus de chances de mourir suite à un éclair, parce qu'il a été frappé par la foudre, plutôt que de mourir d'hépatite B. Vous avez raison, il y a cette relation risque-profit, mais c'est juste de la complaisance. C'est pour cela que nous sommes encore dans cette situation en ce moment. Si on n'a pas besoin, si on ne nous demande pas de créer un vaccin bien plus sûr, pourquoi est-ce qu'on le ferait? Il y a encore des gens qui pensent que les industries pharmaceutiques sont là pour aider les gens. Bien sûr qu'elles ne sont pas là, elles sont là pour faire de l'argent. Et c'est notre faute. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'industrie publique, nationale, qui crée des vaccins, qui sont fondés par les contribuables, qui financent des essais cliniques? Bon, évidemment, je ne rejette pas la faute sur les industries pharmaceutiques. Elles sont là pour faire de l'argent. Par exemple, les maladies Alzheimer. Nous avons des médicaments qui, depuis 40 ans n'ont aucun effet. Il y a des milliards de contribuables qui financent ces médecins, ces médicaments qui n'ont aucun effet. Et qui en est la cause? Eh bien, nos gouvernements.
il faut rejeter la faute ailleurs. Et c'est nous qui les élisons, c'est nous qui les avons mis au pouvoir. Donc en fait, c'est à nous qu'en revient la faute. Bordé. Donc merci beaucoup. Thank you.